Donc je suis panafricaniste, mais je suis foncièrement sankariste. Je pense que quand on croit en quelque chose, il faut être constant. Je suis aussi quelqu'un qui pense qu'en tant que messager, parce que je me considère comme tel, il faut garder le même message. Je suis un journaliste, mais je suis un journaliste engagé. Donc je serai plus attiré par des contenus d'un Ibrahim Traoré que Alassane Ouattara. Je pense que c'est se leurrer et se tromper que de penser qu'on peut être juste un journaliste qui quelque part balbutie dans une sorte de neutralité, d'objectivité ou d'une eau tiède. C'est pas possible. Moi, j'appelle ça du déni professionnel. J'ai passé une grande partie de ma jeunesse et de mon enfance en fuyant. Donc, j'ai été réfugié jusqu'à mes 23 ans. Donc, ça a été un début de vie, je dirais, perturbé. Et je n'ai pas vraiment eu de jeunesse. Je n'ai pas eu vraiment d'enfance parce que tous les jours, c'était une question de survivre. Et je trouve aussi que c'est très idiot de notre part de nous être autant laissés diviser et de nous être focalisés sur plus des choses qui nous divisent que de voir les innombrables choses qui nous unissent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Wonder Show, ce média sur lequel nous mettons en avant des hommes et des femmes d'impact. Nous avons le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez certainement, j'ai nommé Rémi Sambibana, un journaliste qui est connu au travers de ses émissions, ses capsules, ses interviews, ô combien intéressantes, édifiantes, impactantes, au travers de la chaîne AG+ Français. Nous allons avoir une interview composée de 2 épisodes. Dans le premier épisode, nous allons parler de son parcours, nous allons comprendre qui il est, quels ont été les moments inspirants de sa carrière pour qu'il devienne l'homme inspirant et impactant qu'il est aujourd'hui. Dans le deuxième épisode, par contre, nous allons justement parler de son métier de prédilection, le journalisme. C'est quoi le journalisme? Est-ce qu'on a le droit de prendre position lorsqu'on fait du journalisme? Vous verrez, ce sera intéressant, ce sera du Wonder Show. On se donne rendez-vous juste après le générique. À tout de suite. Guinée équatoriale. Teodoro Obiang-Nguema. Âge. 77 ans, au pouvoir depuis 40 ans. Population. 19 ans en moyenne. Et au Cameroun. Paul Biya, 86 ans, au pouvoir depuis 37 ans. Âge moyen de la population. 18 ans. Comment se fait-il que des États ayant des habitants aussi jeunes soient dirigés par des présidents aussi vieux, depuis aussi longtemps, dans des pays qui demeurent toujours aussi pauvres? Hello Rémi, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va super bien, merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les 2-3 personnes qui ne te connaîtraient pas? Je m'appelle Rémi Sambibana, je suis journaliste pour AG+ Français. AG+ Français, c'est le département digital en langue française du média Al Jazeera, qui est basé à Doha, au Qatar. Et je crée des vidéos, parce que c'est comme ça que je peux les appeler. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé un nom à ce genre hybride qui n'est ni du reportage, ni de l'interview, ni de l'analyse ou du commentaire ou de l'opinion, mais qui est tout ça à la fois. Et je pense qu'en attendant de trouver un nom à tout ça, on va appeler ça des vidéos. Donc je fais des vidéos sur l'Afrique. Je m'intéresse particulièrement au dysfonctionnement économique des pays africains. Je suis également intéressé par la géopolitique, mais aussi l'histoire d'un continent que je pense est très peu connu et dont l'histoire très riche est très mal enseignée, voire très peu enseignée. Je te propose de permettre à ceux et à celles qui vont écouter cette interview de mieux te connaître, de davantage te connaître. Est-ce que tu peux un tout petit peu parler de ton parcours jusqu'à ce que tu es aujourd'hui, on va dire créateur de vidéos, comme tu l'as dit, si bien dit dans ton introduction? Ah, mon parcours, c'est très long, cet exercice très complexe aussi de le résumer parce que c'est toute une vie et c'est comme si je vous racontais en fait toute la vie. Moi, je suis d'origine rwandaise, donc je suis né au Rwanda et quand j'avais 2 ans, il y a eu le génocide
Et donc, je suis parti du Rwanda et aussi avec mes parents en 1994. J'ai vécu en République démocratique du Congo, qui s'appelait à cette époque-là le Zaïre. Et puis ensuite, j'ai aussi vécu en République du Congo, un peu dans la partie nord, dans une ville qui s'appelle Pokola, tout près de Wesso, donc dans le nord du Congo-Brazzaville. Et puis ensuite, je suis arrivé au Cameroun, où j'ai passé la plus grande partie de ma vie d'ailleurs en Afrique, puisque j'y ai passé plus de 15 ans. Donc c'est là que j'ai été formé, que j'ai été éduqué. J'ai fait mon école secondaire, et l'université aussi, y compris l'école de journalisme à l'université de Yaoundé 2. Je l'ai faite dans une école de formation qu'on appelle ESTIC, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, où j'ai fait l'option journalisme. Donc j'ai été diplômé là, et j'ai aussi commencé à travailler au Cameroun, dans une chaîne qu'on appelle Vox Africa, qui existe encore aujourd'hui, et qui est une chaîne panafricaine. Et après, j'ai été approché par la BBC, qui m'a proposé de travailler pour elle. La BBC, c'est le média public britannique. Donc, je suis parti travailler pour la BBC en tant que journaliste, présentateur, en radio d'abord au bureau Afrique de Dakar, puis ensuite à la télé, toujours pour le service en français, mais à Londres. Et puis ensuite, j'ai été approché par Al Jazeera, par J+ français, qui m'a proposé de venir travailler et de développer notamment l'audience Afrique francophone. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Doha, au Qatar. Donc ça, c'est vraiment brièvement et succinctement résumé. Maintenant, si vous voulez des détails particuliers, je peux y entrer dedans. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je peux résumer brièvement mon parcours professionnel. Ouais, je pense qu'on aura l'occasion de rentrer un tout petit peu dans certains des éléments de ce parcours qui est riche. C'est un parcours qui est pluriel. Est-ce qu'il y a dans ce parcours-là tout de même des éléments, des événements qui ont été marquants pour toi? Et comment est-ce que ces événements-là, ces quelques événements marquants-là, ont influencé, on va dire, ta façon de voir les choses en tant que humain, mais également en tant que journaliste ou alors créateur de vidéos, comme tu le disais plus tôt dans ta présentation. Après, je reste journaliste, hein. Je fais vraiment tous les jours au quotidien, je fais le travail de journaliste. Je pense juste que ce que je fais n'a pas encore officiellement été labellisé dans le métier, parce que je pense que le journalisme, c'est un métier qui reste foncièrement conservateur, c'est un métier qui a des codes, comme beaucoup d'autres, ce qui est compréhensible. Et je pense qu'il y a surtout dans la profession un peu encore de la résistance à accepter qu'il faut évoluer, parce qu'il y a de nouveaux médias, parce que il y a des réseaux sociaux qui ont complètement tout bouleversé. Et je pense qu'il y a une certaine génération dans le journalisme qui s'agrippe au journalisme classique, et qui fait qu'on ne peut pas, je peux pas vous dire que je fais du reportage, qui est un genre journalistique précis. Mais je fais des fois des reportages, mais la plupart du temps, je suis parfois dans un studio aussi, où je cherche une manière simple, compréhensible, ludique, de parler de sujets complexes à des jeunes qui sont hyper connectés, qui passent leur temps sur leur téléphone portable et qui ne peuvent plus se contenter d'un reportage fait dans les règles de l'art du journalisme classique. Donc c'est pour ça que je dis que voilà, je fais des vidéos. Donc je dis ça comme ça, mais ça ne veut pas dire je reste journaliste et je fais le journalisme tous les jours. Qu'est-ce qui m'a marqué? Je citerai d'abord, parce que j'ai passé une grande partie de ma jeunesse et de mon enfance en fuyant. Donc j'ai été réfugié jusqu'à mes 23 ans. Donc ça a été un début de vie, je dirais, perturbé. Je n'ai pas vraiment eu de jeunesse, je n'ai pas eu vraiment d'enfance, parce que tous les jours, c'était une question de survivre. Et quand j'utilise ce mot, ce n'est pas juste... je ne l'utilise pas simplement comme ça par gaieté sémantique, mais je le pèse vraiment, parce que ça a été ça.
de mes 2 ans à mes pratiquement jusqu'à ce que je dépasse l'âge de la maturité ou même de la puberté, c'était vraiment des conditions extrêmement difficiles. On partait d'un pays à un autre et on ne savait pas si on allait rester là où on était, et où mes parents disaient toujours il faut qu'on puisse fuir. Je ne savais même pas ce que l'on fuyait. On était dans une insécurité permanente qui beaucoup plus, très souvent, c'est juste une sensation parce que tu es allé d'un pays à un autre dans des conditions extrêmement difficiles. Et je pense que, voilà, à un moment de ma vie, je pensais que c'était ça la vie. C'était l'incertitude, c'était on va vers l'inconnu, c'était une sensation d'insécurité permanente. Mais ça m'a aussi, et c'est peut-être le bon côté des choses, permis de découvrir beaucoup d'autres horizons, de découvrir beaucoup d'autres pays, de découvrir beaucoup d'autres Africains de différentes cultures, de différents backgrounds. Et je pense que cela a beaucoup nourri en moi l'idée que même si on semblait être différents en tant qu'Africains, on était en réalité des mêmes gens qui faisaient face aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés. Les guerres, vous les retrouviez partout. Des peuples qui ne demandaient qu'à vivre en paix tranquillement, vous les voyez partout. La peur et l'incertitude, vous pouvez les lire sur tous les visages, qu'ils soient congolais, centrafricains, je sais pas, rwandais ou tchadiens. Il y a, j'ai pu me voir dans l'autre, partout où j'ai été, dans la solidarité des peuples qui nous ont accueillis, qui nous ont permis de vivre parmi eux, même si on n'en avait pas légalement le droit. Donc, tout cela, je pense, a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Moi, je suis foncièrement panafricaniste parce que je crois que c'est inutile de continuer à entretenir des différences qui ne sont pas entre nous. Et aussi parce que je trouve aussi que c'est très idiot de notre part de nous être autant laissés diviser et de nous être focalisés sur plus des choses qui nous divisent que de voir les innombrables choses qui nous unissent et qui font de nous un seul peuple. Quand je dis un seul peuple, je parle de gens qui vivent sur une même portion de terre, qui est une gigantesque portion de terre, certes, mais qui font face aux mêmes problèmes. Et si on s'asseyait et qu'on se disait, mais en fait, regardons comment on peut résoudre ces mêmes problèmes auxquels on fait face, on se rendrait compte qu'on a plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. Les langues, les cultures, etc., ce sont des choses qui font notre richesse, qui font une diversité, qui font notre particularité, notre singularité. Mais dans le fond, on a les mêmes problèmes pour avoir accès à l'eau potable, aux bonnes écoles, à la bonne formation, à la nourriture, alors on est extrêmement, excessivement riche. On a les guerres partout, on s'entretue entre nous pour des matières premières qu'on pourrait exploiter et qui pourraient bénéficier à tous si on s'entendait sur comment on peut mieux les vendre, mais aussi nous protéger suffisamment pour mettre en place un système qui permette qu'on les exploite à notre avantage. Tout ça, je pense que ça a façonné finalement le journaliste que je deviendrai plus tard, mais ça a aussi fasciné, je pense, le caractère moi, je me considère comme quelqu'un qui survit tous les jours. Je considère aussi quelqu'un qui vit chaque jour comme étant un cadeau de la vie parce que je ne pensais pas pouvoir vivre aussi longtemps. Donc voilà. Et je pense que ça a beaucoup marqué. Et puis évidemment des gens que j'ai rencontrés qui m'ont parlé de moi tel qu'ils me voyaient, des gens qui m'ont encouragé, fait confiance quand je n'avais même pas confiance en moi-même, des gens qui m'ont poussé, qui m'ont donné ma première chance, mes opportunités, et voilà. Et tout ça, je pense, a été toute ma vie a été un bouleversement à chaque fois. Donc, je peux pas vraiment hiérarchiser et dire à ce moment ça a été un tournant parce que chaque jour pour moi était un tournant parce que je ne savais pas ce que demain allait être et je ne vivais pas pour demain, je vivais pour aujourd'hui et demain allait prendre soin de lui-même. Des étapes, des épreuves qui ont façonné l'homme inspirant que vous êtes aujourd'hui, que tu es aujourd'hui. Tu l'as dit dans ta présentation, tu es profondément panafricain. Tu as justement commencé dans une
une chaîne panafricaine. Tu l'as aussi dit quand tu te présentais, Vox Africa. Euh, à quel moment est-ce que tu décides de devenir journaliste? C'est quoi? Quel était l'élément déclencheur? Première question, et quel est le souvenir que tu gardes de Vox Africa? Moi, je t'ai connu justement, à l'époque, j'étais encore au Cameroun, à l'époque de Romaric Tenda, il me semble, ou alors pas très loin, tu présentais une émission qui s'appelait Vox Book. Je me rappelle avec ma famille, on t'aimait beaucoup parce qu'on trouvait que tu étais, en fait, tu avais une apparence très jeune, mais très profond, très pertinent dans les questions, très posé, très éloquent. Donc je comprends aussi pourquoi tu as été appelé dans cette chaîne panafricaine Vox Africa très tôt. Vox Africa est une chaîne extrêmement importante pour moi parce que je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, c'est cette chaîne qui m'a fait professionnellement. C'est-à-dire que c'est à Vox qu'on m'a donné ma chance d'apparaître devant un écran tout jeune. J'étais le plus jeune de la rédaction et à l'époque aussi, Vox avait lancé ce qu'ils appelaient un peu c'était le plus grand mercato au Cameroun, où ils avaient essayé de recruter les plus grandes têtes d'affiche des journalistes dans différents médias, puisqu'ils étaient en train évidemment de renforcer leur contenu et tout. Donc on retrouvait vraiment des Camus, des Jules Domché, des Paul Maël, des grands noms, des gens qui étaient très connus dans le paysage médiatique. Voilà. Et Boni Philippe aussi, c'était vraiment des grandes affiches. Et pour moi, voilà, c'était... Même Cabral Libi aussi, il était chroniqueur à une époque, il me semble. Cabral Libi a été aussi chroniqueur. Je pense que j'étais déjà parti à ce moment-là, mais il a aussi été là. Mais c'était vraiment vers cette phase-là où il y avait des gens qui avaient énormément d'expérience, qui étaient énormément connus, qui étaient donc de grands journalistes, alors que moi, j'étais encore à l'école de journalisme, j'étais en 2e année à cette époque-là. Je pense que j'avais 19 ans, quelque chose comme ça. Et je me retrouve vraiment à Vox fortuitement. C'était pas prévu parce que je suis à l'école de journalisme et il s'avère que je ne vais pas à l'école les samedis parce que moi je suis adventiste et samedi c'est mon rendez-vous avec Dieu. Donc je vais à l'église et je touche pas à ça. C'est pas négociable. Sauf que bon, l'école, évidemment, elle a sa façon de fonctionner. Elle dit, si vous n'avez pas composé les samedis, bah, vous échouez. Je leur explique que moi, je viens de lundi à vendredi à l'école, mais que ils me demandent de leur donner un jour qui ne m'appartient pas, et donc c'est pas possible. Bref, je suis recalé, mais je suis recalé avec de très, très bonnes notes. J'étais parmi l'un des meilleurs, d'ailleurs, de la classe, avec, sinon la meilleure moyenne cette année-là. Mais la règle, c'est la règle. Elle dit que si vous n'avez pas validé tout dans l'entièreté des crédits, bah vous devez rester jusqu'à ce que vous les validiez. Donc je suis obligé de reprendre l'année pour une matière, le sport. Je pense que c'était le sport, quelque chose comme ça, qui n'avait même rien à voir avec le journalisme. C'est une matière connexe. Et donc je me retrouve là, mes cadets se retrouvent en 2e année, donc je suis une grande curiosité de toute l'école où on veut savoir quel est ce gars qui avait la meilleure note, les meilleures notes à l'école, mais qui redouble. Et donc moi ça m'embête aussi parce que je dois juste venir les vendredis pour faire le sport. Voilà. Et d'autres matières connexes comme l'informatique, on avait mis les samedis. Donc moi je me dis bon, je vais pas perdre mon temps parce que de toute façon j'ai validé toutes les autres matières du lundi à vendredi. Donc je vais aller chercher un stage professionnel, comme ça au moins je gagne en expérience et c'est comme ça que je me retrouve à Vox. Vox accepte de me donner 3 mois de stage qui étaient d'ailleurs des mois salutaires. Je ne remercierai jamais assez Vox de m'avoir donné ce stage-là alors qu'ils n'étaient pas obligés. Et donc, je commence à faire le stage, sauf que j'ai aussi une autre opportunité, c'est que Jules Domché, qui est directeur Afrique centrale à l'époque, qui est aujourd'hui directeur général de Vox Africa, il me dit il faut que je crée une émission littéraire, parce qu'on va aller la vendre à une maison d'édition. Donc, je crée l'émission littéraire, mais à l'époque, je sais pas ce que ça va devenir. Il s'avère qu'elle est très intéressante. Je vais avec Jules parce qu'il me demande d'aller l'accompagner pour vendre cette émission-là. Donc, on l'a présentée au conseil d'administration de cette maison d'édition. C'est Afrédite, je pense, à cette époque-là. Et l'émission les intéresse, mais sauf qu'ils disent, on veut que ce jeune qui nous a présenté vraiment cette émission puisse la présenter.
Parce on veut un visage neuf, on veut que les jeunes s'intéressent à la lecture parce que nous, c'est ça notre cible. On veut que les gens se disent, en fait, c'est normal d'être jeune comme Rémi et de lire des livres. Sachant que tu avais quel âge à cette époque-là? J'ai 19 ans à l'époque, j'ai même pas, parce que Waouh! je me rappelle très bien, je pense que la directrice, elle avait regardé, elle m'avait dit, mais pourquoi est-ce que je devrais mettre des millions de francs CFA sur un gamin comme toi? Et donc moi, j'aime beaucoup quand on me lance des défis comme ça, et je prends ça toujours comme des défis. Et je suis quelqu'un d'extrêmement rancunier, et je vais essayer de vous prouver le contraire et de te faire regretter de m'avoir traité de gamin. C'est comme Mbappé dirait, on ne parle pas d'âge. Mais mais bref, on fait le premier épisode, l'épisode 0, il plaît totalement, et donc moi j'ai mon style, je retrousse mes manches, je suis pas en veste parce qu'il faut éviter tout ça, d'être coincé, etc. Donc vraiment le but c'est de faire une émission ludique, parler de livres, qui peut s'avérer, parce qu'en Afrique, le livre est encore très élitiste, ou à garder ce truc élitiste. Il est soit élitiste, le livre, soit il est scolaire. Soit il est manuel scolaire, c'est-à-dire qu'on ne lit que parce que c'est un manuel scolaire, ou on ne lit que parce qu'on est dans une belle famille, bonne famille, où on peut déjà s'acheter des livres régulièrement, et où on nous lit des histoires sur le chevet. Et franchement, il y a très peu de familles en Afrique où on vient, allez, on va te lire des histoires sur le chevet. Donc il n'y a pas une culture de la lecture. Et ça, c'était mon but. J'avais pour mission de susciter l'envie de lire chez les jeunes. Ça marche très bien, l'émission est vendue. Et comme l'émission elle est vendue, la maison d'édition ne sait pas que moi, je ne suis qu'un stagiaire. Et Vox Waouh! aussi, comme ils sont bien intéressés par ce partenariat qui apporte beaucoup d'argent, ils ne leur disent pas que je suis stagiaire. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve liés, cette maison d'édition, Vox Africa et moi. Et moi, ça m'intéressait, enfin, l'argent m'intéressait, mais je savais qu'il fallait pas mettre des gros yeux là-dessus parce que je savais que je ne valais pas grand chose, même si je venais de faire une émission qui rapportait beaucoup d'argent. Mais je connaissais très bien ma place et je savais qu'il fallait y rester en attendant un jour de se faire suffisamment un nom. Donc, moi, tout ce que j'ai demandé à Vox, j'ai dit, écoutez, moi, je ferme les yeux, franchement, l'argent, c'est pour vous, ça ne me regarde pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est gagner un peu d'expérience pour l'instant. Mais quand je sors de l'école, il faut que je puisse avoir au moins la certitude, la promesse que j'aurai un travail, que je viendrai travailler ici. Ils disent, mais de toute façon, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que commence notre histoire avec Vox. Mais je voulais insister avec Vox parce que Vox ils auraient pu ne pas me donner cette chance-là. J'aurais pu insister pour la donner. D'ailleurs, l'émission au départ, c'était pour Paul Mbala, qui était un camarade de classe, mais qui était plus expérimenté à l'époque aussi, et qui était qui était mon aîné, et d'ailleurs qui m'avait beaucoup aidé aussi à obtenir ce stage-là, et qui lui faisait déjà depuis longtemps la présentation d'émissions sur les livres, donc il avait beaucoup d'expérience. C'était lui qui était supposé faire cette émission, mais heureusement pour moi, il était très occupé avec une autre émission qu'il animait à ce moment-là, Press Club, je pense, sur Vox Africa. Donc c'est comme ça que je me retrouve avec Vox Books, et je me retrouve aussi lié avec Vox Africa. Et Jules Domché, je me rappelle toujours de ça, il m'avait dit, je pense que tu as du talent et je vais te donner la chance. Je vais te donner ta chance de le prouver. C'est pour ça que je parlais de gens qui m'ont fait confiance, même quand moi-même j'avais pas confiance. Donc quand il y a des gens qui me regardent et disent, mais ça c'est qu'un gamin, on va pas lui mettre un aussi grand projet avec un visage d'un gamin pareil. Lui, il disait, moi je sais que tu as du talent, voilà, il faut que tu le prouves. Et ça, je pense que ça m'a vraiment... il y a des gens qui vous donnent votre chance et vous mettent une responsabilité sur les épaules et vous sentez, vous donnent l'envie de vous dépasser. Et c'est ça que Vox a été. Et c'est aussi là que les gens m'ont découvert pour la première fois. Et d'ailleurs, c'est plus tard là aussi que me découvrira BBC, puisqu'ils me connaissaient nulle part ailleurs. Et moi, je ne connaissais personne. J'étais un réfugié sans papier. Et Vox m'a donné mon travail sans papier. Donc, ils ont même pris le risque d'employer quelqu'un qui était un sans-papier. J'étais un réfugié, donc j'étais un apatride en plus. Donc, je n'avais même pas
de papier, on nous appelait les enfants fantômes parce qu'on n'existe dans aucun registre, d'aucun pays. Donc, Vox, c'est vraiment ça que je dis qu'ils m'ont fait. C'est là où j'ai fait mon expérience. Parmi ces journalistes qui étaient très bien expérimentés, il y a Annie Payep qui maintenant a lancé sa propre chaîne, qui était à cette époque-là directrice de l'information et qui m'avait beaucoup formé aussi en termes de journalisme, qui était une dame très rigoureuse, très professionnelle aussi. Je pense que j'ai appris beaucoup d'elle. Donc les Paul Mbala, les Paul Maël, les Bonnie Philippe, les Martin Kamumi, et surtout Jules Domché, qui était aussi en même temps mon encadreur professionnel et qui deviendra finalement aussi mon boss. Et donc voilà, Vox, ça a été vraiment, c'est le début de ma carrière. C'est eux qui me propulsent et qui me donnent ma chance aussi. Donc on peut dire en réalité que Vox Africa a été la chaîne, ou alors l'étape de ta vie qui t'a permis de découvrir ton potentiel. Mais aussi la fibre panafricaniste m'est venue aussi beaucoup de Vox, puisque Vox, bien avant qu'on ait tous ces panafricanistes qui sont très audibles, qui sont très populaires aussi, Vox avait déjà pris les devants. Et d'ailleurs même à un moment, les Kémy Séba, ils ont été aussi chroniqueurs à Vox Africa, etc. Donc ça a été vraiment un grand réservoir qui a formé non seulement des chroniqueurs, mais aussi des journalistes panafricanistes. Et cette volonté de faire des choses qui avaient, tu fais bien d'en parler, qui avaient du sens non seulement déjà pour toi, tu parles de panafricanisme, mais également un sens pour ceux et celles qui pourraient potentiellement t'écouter. C'est quelque chose que tu as gardé tout le long de ta carrière, parce que quand je regarde, tu as commencé à Vox Africa, tu es passé à BBC Afrique, aujourd'hui tu agis plus Afrique, et quand on regarde ce que tu proposes en termes de contenu, c'est bien entendu des contenus qui mettent des mots sur des mots MAEX de notre société en tant qu'Africain afrodescendant. C'est vraiment quelque chose que tu as gardé de manière volontaire tout au long de ta carrière. Vous avez dû certainement remarquer ces lignes droites sur la carte de l'Afrique. Et vous vous êtes peut-être déjà demandé comment se fait-il que des frontières géographiques puissent être aussi droites? Eh bien la réponse est toute simple. On a pris une règle, on a pris un crayon et on a tiré des traits. Ce sont des pays européens, l'Empire ottoman, des Américains et même des Russes qui n'avaient jamais mis les pieds en Afrique et qui traçaient tranquillement des lignes à des milliers de kilomètres de là et en l'absence des Africains. Ouais, je pense qu'il faut être constant. Il faut être constant, surtout quand on croit en quelque chose. Moi, quand je dis je crois foncièrement, donc je suis panafricaniste, mais je suis foncièrement sankariste. C'est à ce point-là que je crois en cela. Et je pense que quand on croit en quelque chose, il faut être constant. Sinon, ça ne fait aucun sens. Et quand ça ne fait aucun sens, le combat ne vaut plus la peine. Mais je suis aussi quelqu'un qui pense qu'en tant que messager, parce que je me considère comme tel, il faut garder le même message. Il est hors de question qu'on m'écoute aujourd'hui porter un message et puis demain on m'entend en porter un autre. Pour moi, c'est une perte de temps. Je n'ai pas ce temps à perdre. Donc j'ai été constant même à la BBC. J'ai créé ma propre émission qui s'appelait Afrique Avenir. Je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui, mais je pense quand je suis parti, bien après, ça continuait toujours, où je recevais un jeune entrepreneur africain qui parlait d'une entreprise, donc il avait identifié un problème dans sa société, dans son entourage, et avait créé une entreprise pour résoudre ce problème-là. Donc ça restait aussi toujours panafricaniste, même si je faisais en même temps la présentation des journaux sur l'Afrique, donc les grandes éditions, mais ça restait, c'était du news un peu généraliste. Et moi, c'est pour ça que je ne me sentais pas suffisamment épanoui à cette époque-là, parce que je trouvais que ça n'allait pas en profondeur, et c'était pas quelque chose qui entrait justement dans mon ambition profonde, qui est une ambition panafricaniste. Et j'en suis aussi arrivé, je suis un journaliste, mais je suis quelque part militant. Et je suis un journaliste engagé. Peut-être militant n'est pas le bon mot, mais engagé, je dirais, parce que j'ai fait le choix et j'ai choisi mon corridor. Mon corridor, il est panafricaniste. Donc, si on fait un sujet sur
sur l'Afrique de l'Ouest ou sur l'AES, on n'attendra pas de moi que j'ai un angle divisionniste parce que ça ne m'intéresse pas d'aller dans ce genre-là. Donc j'irai toujours vers cet angle de ceux qui veulent s'unir pour accomplir quelque chose parce Hmm. que Hmm. c'est une ambition et c'est un angle panafricaniste qui moi me préoccupe et qui moi m'intéresse. Et donc ceux qui s'écartent de ça, ça ne me concerne pas. Et, et donc je serais quelque part un peu plus attiré par des contenus d'un Ibrahim Traoré que je sais pas d'un Alassane Ouattara parce que je me sens plus proche idéologiquement, etc. Donc il y a, vous voyez qu'il y a quelque part une sorte de prise de position quand même si on y reviendra plus tard. Mais je pense que c'est se leurrer et se tromper que de penser qu'on peut être juste un journaliste qui quelque part euh, balbutie dans une sorte de neutralité, d'objectivité ou d'une eau tiède. C'est pas possible. Moi, Hmm. j'appelle ça du déni professionnel. Hmm. Alors, j'avais d'autres questions à te poser, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de les aborder dans cette première partie. Juste une dernière question, on terminera par cela. Euh, S'il y avait quelque chose que tu dirais à Aurélie d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu dirais à ce Aurélie-là? Le Rémi d'il y a 10 ans. 10 ans, c'était en 2014. 2014, je, j'étais justement en train d'être recruté pour aller à la BBC, parce que je me rappelle bien que la BBC vient me chercher et je dois expliquer à Jules Domché qui m'a donné ma chance, qui en gros euh, m'a permis d'exister en tant que journaliste. Et je dois lui dire que je dois déjà partir un an après avoir fini l'école. Donc c'est très compliqué à cette époque-là. Ouais. Donc c'est un Rémi qui sent comme s'il trahissait son mentor, comme s'il trahissait son encadreur, il trahissait l'homme qui lui a donné sa chance, parce que se présente maintenant une belle occasion et qu'il y a d'autres gens qui offrent beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de meilleures conditions. Et donc je me sentais vraiment mal. Et même quand je suis parti le voir, je me rappelle, ça a été l'une des périodes de ma vie où c'était extrêmement difficile de pouvoir le regarder droit dans les yeux et de lui dire que je pars après tout ce Hmm. qu'il avait fait pour moi et tout ce qui surtout il attendait de moi en tant Hmm. que jeune journaliste qu'il avait lui-même formé. Mais il a été très compréhensif. Donc si j'avais à parler à ce Rémi-là, je lui dirais de pas s'inquiéter parce que même quand il m'a dit voilà euh, le, le 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 patron en moi ne peut pas accepter que tu partes, mais le grand frère en moi te comprend et sait que tu dois partir. Donc c'était, Hmm. j'ai beaucoup apprécié ça. C'est pour ça que Domché restera toujours pour moi un grand homme et un grand modèle. Mais en même temps, je me sentais quand même mal. Donc je dirais à Soremi de ne pas se sentir mal parce que un bel avenir l'attend et que bientôt viendront les algorithmes des réseaux sociaux qui vont complètement tout bouleverser et qu'il va se rendre compte que le plus grand changement et le plus dur à opérer est à venir et qu'il faut d'ailleurs qu'il s'apprête parce que ça va plus secouer. Donc on espère que ce Rémi a entendu ton message. Mesdames et messieurs, c'est sur ces propos que nous allons mettre un terme à cette première partie d'interview. On se retrouve pour la deuxième partie. À bientôt.